sorry for the inconvenience. So the next conference that will be done is about smartphone security and all the attacks that you can do on the smartphone. Not all, of course, but a lot of them. The person that will do the conference is Tris. So please welcome her. She's a bit worried. And I'm sure she will make a great conference. Thank you. Déjà bonjour à tous et désolé pour le petit bug technique sur les slides. Donc nous aujourd'hui on va parler en fait du hacking de téléphone portable et plus précisément de smartphones. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que les smartphones en fait on en a tous un. Juste comme ça par curiosité, j'imagine que si je vous demande qui a un téléphone portable et qui a plus précisément un smartphone, la plupart d'entre vous allez lever la main. Alors après je vais pas m'amuser à faire le sondage de savoir qui est sur Android et qui est sur iPhone et qui est sur BlackBerry. Donc, les smartphones, ils ont atterri dans la vie quotidienne dans les alentours des années 2000, mais c'est devenu des couteaux suisses et ça c'est bien. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est que c'est devenu des mouchards. Donc, pour vous donner un petit peu le plan, de quoi on va parler? On va faire un rapide retour historique sur ce qui a été fait et on va également vous donner quelques chiffres, quelques indications, histoire que vous ayez une vague idée de qu'est-ce que ça représente aussi en business. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans un téléphone portable. On va faire la comparaison avec les smartphones pour que vous compreniez à quel point le système s'est complexifié. Ensuite, on va partir sur la partie un peu plus flippante, un peu moins sympathique, qui va consister à voir quelles sont les données que vous envoyez dans la nature sans vous en rendre compte. Et enfin, la partie qui peut potentiellement vous intéresser le plus, c'est comment vous rendre anonyme. Alors, juste un disclaimer, c'est ce qui a été précisé tout à l'heure, c'est très débutant, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont déjà un très bon niveau technique, vous risquez de vous ennuyer un tout petit peu. Donc vous attendez pas non plus à de grosses prouesses techniques. Alors, pour le côté historique, on voit que c'est en 1947 qu'on a créé les premières cellules hexagonales. En fait, c'est ce qui sert tout bêtement à faire fonctionner le réseau GSM. Et il faut attendre quasiment 30 ans plus tard, en fait, pour que le premier appel avec un téléphone portable soit passé. Et encore un peu plus tard, en fait, c'est Motorola qui finalement commence la vente des téléphones portables. En 90, on a la deuxième génération de téléphones portables. Alors concrètement, c'est quoi? En fait, c'est les SMS. C'est-à-dire, vous ne faites plus que passer des appels, vous faites des SMS avec, et c'est déjà rien que ça, c'est une révolution. En 92, c'est le premier téléphone intelligent, mais pour des raisons commerciales, pour des raisons aussi d'ampleur. En fait, c'est BlackBerry qui a vraiment lancé la démocratisation du téléphone portable, comme on le voit par exemple celui-là. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'il faisait téléphone portable, ce qui était déjà une bonne chose, il faisait texte. Il a également rapporté une petite innovation, il a rajouté un clavier AZERTY. Donc pour tous les gens qui ne savaient pas faire des SMS, cette chose-là, c'était déjà une petite révolution. Il était configuré entreprise, et donc il mixait en fait le PDA, l'agenda électronique, le répertoire, et les premières connexions Internet, les envois d'email et aussi le MSN local de BlackBerry, à savoir BlackBerry Messenger. Donc, jusqu'en 2007, BlackBerry tient le haut du panier et il n'a quasiment pas de concurrent. Et en 2007, en fait, c'est ce qu'on a appelé l'iPhone 1 qui est sorti, qui a été lancé par Steve Jobs et qui, lui, en fait, a voulu changer les choses parce qu'il voulait sortir le téléphone intelligent de l'entreprise pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et que ce ne soit plus juste un outil de travail, que ce soit aussi un outil ludique et amusant. Et enfin, la dernière date qui m'a semblé importante, c'est l'arrivée d'Android, parce que c'est le premier système open source qui arrive, sur lequel finalement l'utilisateur reste le maître, il sait vaguement ce qu'il fait. D'où l'importance des données. Alors juste pour vous faire un inventaire, donc je me suis basée, comme c'est marqué, sur une étude Gartner qui est parue le mois dernier, pour que vous ayez une idée en fait de combien il y a de smartphones dans le monde. Donc, pardon, je suis désolée, on voit très mal les chiffres, mais pour Android, on est à plus de 56% de possesseurs de téléphones portables. Ce qui représente en chiffres, il y a un problème de chiffres, pardon, il n'est pas bon le slide, il y a une erreur dans la donnée, juste que je ne vous dise pas de bêtises, ça fait plus de 144 millions de personnes dans le monde qui ont un téléphone Android.
Ça veut dire qu'il y a plus de 144 millions de personnes qui sont potentiellement des cibles pour des malwares, pour de la fuite de données personnelles et pour tout un tas de choses qu'on va voir aussi. On passe à la partie bricolage. Donc sur un téléphone portable classique, qui existe encore aujourd'hui, qui coûte quelques euros, qu'est-ce qu'on avait? On avait une antenne, on avait un clavier alphanumérique, un écran noir et blanc, et après c'est passé à la couleur, et on avait un emplacement pour la SIM card et quelques circuits qui se trouvaient derrière. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne, au niveau des montages, ça fait ça. Donc démontage d'un téléphone comme ça, c'est un LG, qui se trouve dans les bars tabac et les petits commerces dans certains quartiers. On voit 3 éléments essentiels. On voit qu'il y a l'emplacement de la carte SIM. Pardon, il y a eu un raton pour les flèches. L'antenne qui est en haut, l'écran, et quelques circuits qui se trouvent derrière. C'est un système qui est relativement basique parce que c'est fait pour ça. A contrario, sur un smartphone, on a une antenne qui permet d'avoir forcément le réseau GSM, mais qui permet aussi d'avoir du Bluetooth, qui permet d'avoir du Wi-Fi. On a un vrai clavier qui parfois est AZERTY. On a un écran qui parfois est tactile, ça peut être même les deux, c'est le cas de BlackBerry sur les torches, il y a les deux. On a une carte mère, qui est peut-être le point le plus important du téléphone intelligent. On a un emplacement pour une carte SD avec une carte SD et on a un emplacement pour une carte SIM. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne sur un BlackBerry, pas sur un BlackBerry, sur un iPhone, ça fait ça. Et c'est sur un BlackBerry. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de démontage, c'est très compliqué à faire. Parce que toute la coque que vous voyez qui est autour, qui est en noir, et bien en fait, elle n'est pas démontable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vissé et que sur les vis, il y a de la colle. Donc les mecs de BlackBerry, en fait, ils ont été relativement jaloux de leur secret industriel parce qu'ils n'ont pas voulu faire en sorte qu'on puisse le démonter. A contrario, l'iPhone, pour le démonter, c'est 20 minutes. Top chrono. On voit la carte mère, on voit qu'il y a un emplacement pour un emplacement USB, on voit qu'il y a une sortie jack pour écouter de la musique, le clavier qui est en haut, la carte SIM, la carte SD et la caméra. Donc on voit que ça s'est complexifié. Et ce qu'on voit de cette complexification, c'est surtout qu'en fait, ça donne beaucoup plus de failles. Pourquoi? Sur les téléphones mobiles classiques, les 2G et les 1G, ce qui était sensible, c'était la carte SIM. Or, la carte SIM, si vous n'aviez pas le code PIN qu'elle est avec, vous ne pouviez rien faire avec. Même avec un lecteur de cartes, parce que moi j'en avais un. J'avais un petit agenda électronique qui était très sympathique et qui en fait scannait toutes les cartes SIM. Mais il ne pouvait pas scanner la carte SIM sans le code PIN. Le problème du smartphone, c'est que maintenant, en fait, on n'a plus besoin de la carte SIM. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout va dans la carte mère. Tout est copié. La carte mère, c'est le cœur du système. Parce que dessus, vous avez les appels, vous avez les SMS, vous avez les répertoires, vous avez les pages de navigation. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, on a un certain nombre de points. Et les deux autres éléments sensibles, c'est le Bluetooth et c'est le Wi-Fi. Donc comme je vous l'ai dit, la carte mère, c'est la mémoire du téléphone. Tout bêtement, c'est là-dessus aussi qu'il y a le système d'exploitation. En tout cas, c'est le cas sur l'iPhone et sur le BlackBerry. Pour tous les téléphones fonctionnant sous Android, ça dépend un petit peu des constructeurs parce que le marché est beaucoup plus éclaté. Et donc, on retrouve à peu près tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi les photos avec la géolocalisation, les vidéos, les emails et les messages. Alors, juste pour la petite histoire, hier soir, je suis passée ici pour voir un petit peu la salle. Et donc, dans le RER, je me suis amusée à brancher le téléphone et à regarder ce qu'il y avait un petit peu comme Bluetooth qui était ouvert. Donc, RAM du RER A, en premier étage, 20 personnes. Sur ces 20 personnes, il y avait 15 adultes. Sur ces 15 adultes, on était 11 à avoir le Bluetooth ouvert, quand même. Alors, vous allez me dire, c'est très anecdotique, ça n'a aucun intérêt, et on s'en fout. C'est vrai. Sauf que, si vous avez un petit machin qui s'appelle BTScan, et bien vous faites une muse avec et vous retrouvez l'adresse MAC en fait du matériel. Alors, BTScan il est très sympa, sauf que si vous l'avez sur une machine comme la mienne qui fonctionne quand elle a envie, et bien en fait elle ne vous trouve pas les téléphones portables qui sont à côté, mais elle vous trouve des ordinateurs qui sont à l'étage supérieur. Ou parfois des imprimantes type Xerox. Apparemment il aime beaucoup les photocopieuses. Donc ça sert pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a une adresse MAC et qu'on arrive à obtenir toutes les informations sur un device,
on arrive en fait à obtenir certaines failles qui vont avec. Alors on passe au Wi-Fi. Alors juste pour la blague, il faut savoir que quand vous achetez un téléphone portable, en fait, le Bluetooth et le Wi-Fi sont allumés par défaut. Vous n'avez rien demandé, il est tout neuf, mais dans le cas de BlackBerry par exemple, le nouveau modèle, le Wi-Fi est allumé, le Bluetooth est allumé et la technologie NFC est allumée avec. Donc juste comme ça pour la blague, ça vous bouffe une batterie d'enfer de Dieu. Et dans le cas du Wi-Fi, là où ça devient très rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui le laissent ouvert sur un téléphone portable. Et donc, si vous passez avec un ordinateur sur lequel il y a le logiciel adapté, la plupart d'entre vous connaissent, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, vous sniffez tout ce qui va avec, y compris les iPhones. Démonstration pendant le salon des solutions Linux cette semaine. Je vais dans un centre commercial qui se trouve à la Défense, qui s'appelle les 4 Temps. Je me pose dans un café, il y avait un Wi-Fi ouvert. J'ai sorti la machine et j'ai commencé à sniffer. En 2 minutes, il m'a sniffé plus de 2000 paquets. Et sur ces 2000 paquets, il a repéré 7 iPhones différents. Ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, il n'y a pas que les informations que vous envoyez involontairement dans la nature, il y a aussi toutes celles que vous envoyez très volontairement dans la nature et avec grand plaisir. C'est un peu pour ça qu'on a fait des smartphones. Donc, il y a les mails, il y a les photos, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, et il y a les contenus ludiques. Alors, contenu ludique, c'est les vidéos, c'est les jeux, c'est les applis, c'est des choses comme ça. Et rien que sur un mail, en fait, on peut réussir à trouver des choses intéressantes. Je pense que vous avez dû tous en recevoir. En fait, c'est des mails, enfin la plupart des smartphones intègrent une signature de type envoyé avec mon iPhone, envoyé avec mon BlackBerry, envoyé avec mon K9 Android. C'est des choses comme ça. Alors, ça peut se désactiver, ça peut se supprimer, ça dépend de vos paramètres, c'est à vous de regarder où c'est. Et même comme ça, même en étant désactivé, en fait, vous avez des données qui se baladent et qui peuvent être intéressantes à sortir. Et voici une démo. Alors là, en fait, j'ai demandé à une connaissance de m'envoyer un email. Donc, ouais, on va cacher un tout petit peu. Donc on voit, elle s'appelle Mathilde. Je lui ai dit, tu m'envoies test et test, et tu touches à rien d'autre. Elle, obéissante, elle m'a envoyé test et test. Ça, c'est ce qu'on voit. Et si on regarde le code source, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis désolée, la qualité n'est pas super. Mais en fait, ce qu'on voit, on repère les serveurs de Google, les serveurs privés, donc du coup, même sans avoir l'adresse mail, on sait qu'elle est sur Google, on sait qu'elle est sur Gmail. Et là où ça devient très rigolo, c'est dans l'user agent, dans l'origine de l'IP, ce que vous avez en fait, c'est une IP qui vous permet de remonter sur l'opérateur téléphonique. Et enfin, le dernier point, c'est là, c'est-à-dire que même si c'était pas marqué iPhone, on voyait en fait que c'était marqué user agent iPhone, et entre parenthèses, vous avez un petit numéro qui vous permet d'identifier l'OS qui a été installé. Vous allez voir tout à l'heure que ça peut être très intéressant. Alors, on va dire, oui, mais c'est pas du jeu parce que tu savais que c'était un iPhone, parce que c'est la signature. D'accord. Et on recommence. Une autre victime, consentante, qui me permet de lui faire un coucou par la même occasion quand il regardera les vidéos. Je lui dis, tu m'envoies un email depuis un de tes téléphones portables, je veux pas savoir lequel, je veux pas savoir sur quel device et tout, tu m'envoies et tu mets ça et ça. Il dit d'accord. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. On retourne. Et alors là, c'est encore plus rigolo. Parce qu'on retrouve en fait un numéro, bah, tout simplement l'IP, et en plus on le retrouve écrit en toutes lettres. Alors, je suis désolée, la photo n'est pas de très bonne qualité. Et en fait, du coup, on sait que c'est l'entreprise de la victime, donc on sait qu'elle se sert de ce téléphone, bah, tout simplement pour des fins personnelles et des fins professionnelles. On retrouve le même numéro qui nous permet en fait d'identifier l'opérateur téléphonique. En l'espèce, c'était encore SFR. Je ne savais pas. Et même chose, on retrouve l'appareil et on retrouve la version d'iOS qui était installée. Alors, je fais ma bidouille et je vais voir les deux personnes pour leur dire en fait, toi tu avais ça, ça, ça et ça. Et les deux m'ont dit, bah oui, effectivement. Alors, encore une fois, ça c'est anecdotique. Mais dans le cas de ma première victime, Mathilde, ce que je peux faire, c'est que comme je sais quel type de téléphone est là et puis quel opérateur est là, et bien si je suis un peu vicieuse, et ben je l'appelle et je me fais passer pour un opérateur SFR. Et je lui dis, bah voilà, j'ai besoin de faire tel et tel vérif, qu'est-ce que vous avez comme contrat, qu'est-ce que vous avez comme ci, etc. Et avec finalement un peu de social engineering relativement basique, on arrive à avoir plein d'informations sur les personnes. Et dans le cas de ma deuxième victime, c'est encore pire, parce que c'est un téléphone
à la fois personnelles et professionnelles. Donc c'est encore plus dangereux. L'autre chose qu'on peut forcément envoyer dans la nature, et c'est relativement sympa, c'est les photos. Alors, le problème c'est que, comme vous le savez, dans les photos, il y a des métadonnées. Il n'y a pas longtemps, vous en avez entendu parler parce que ça a fait rigoler tout le monde, c'est normal. Il y a une personne qui a fait des bêtises. Et elle a fait des bêtises et en fait, bêtement, elle a aussi pris en photo les seins de sa copine. Chose qui arrive. Mais elle l'a balancé sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un peu long. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dedans, il y avait des métadonnées dans la photo. Et qu'est-ce qu'on voit dans les métadonnées? On peut voir la marque de l'appareil, on voit le modèle de l'appareil, les coordonnées concernant, les informations concernant les photos, bon ça les règles en nous, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais surtout ce qu'on repère, c'est ça. C'est les coordonnées GPS et l'attitude GPS. Les policiers sont passés par là, ils ont analysé la photo, ils ont vu que c'était un cadre un peu privé, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? OpenStreetMap, et paf, ils sont partis le cueillir. Donc ça c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Alors pour pallier à ce problème, les gros réseaux sociaux, donc dans l'espèce je pense à Twitter et à Facebook, par défaut anonymisent les métadonnées. Donc si vous allez sur Facebook, vous essayez de faire sortir les métadonnées, tout ce que vous allez avoir en fait c'est Akamai, super. Mais il y a des ratés. Parce que je vous présente Creepy, qui est un petit outil très sympathique, qui est écrit en Python, et en fait qui va géolocaliser tout ce que vous avez fait. Pour que vous l'ayez balancé sur Twitter, en fait il va compiler et il va vous sortir une très belle carte avec les coordonnées GPS, et après vous allez avoir une petite carte dans laquelle il y aura différents points rouges qui seront passés. Donc c'est très sympathique. Vous allez me dire, quand on a 100 tweets, c'est facile à faire à la main. Quand vous êtes comme moi, que vous êtes à 17 000 tweets, ça prend déjà plus de temps. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, et puis on cherche un petit peu, et on se rend compte, ah bah tiens, la personne, elle va souvent à tel endroit. Ah mais c'est curieux, il n'y a pas de bureau. Ah et puis c'est curieux, il n'y a pas de café. Ah bah donc j'en déduis qu'elle habite à tel endroit. Donc du coup, j'arrive à avoir une adresse. Et donc c'est autant d'informations que j'ai sur une personne, qui va désespérément essayer de les cacher, mais en fait elle va les mettre volontairement sur les réseaux sociaux. Alors pour la petite blague, en fait ça j'ai fait l'expérience sur une copine qui passe son temps justement à utiliser des choses comme Foursquare, qui se géolocalise avec Twitter, qui se géolocalise avec Facebook. Alors Creepy, vous pouvez le trouver, il est disponible sur cri.py sur internet, écrit en Python, disponible sur Ubuntu et disponible sur Windows aussi pour ceux que ça intéresse. On passe sur la chose la plus sensible finalement sur les téléphones portables. En fait, c'est les applications. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Apple, normalement, théoriquement, c'est censé être vérifié. Donc, quand vous avez une application qui est disponible sur l'Apple Store, c'est qu'elle a été vérifiée. Ça, c'est la théorie. En fait, ce qui a été vérifié, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vérifier qu'il n'y ait pas une grossesse à poil, qu'il n'y ait pas de contenu qui soit pornographique ou érotique. Mais en fait, ils ne regardent pas la sécurité. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec des cas de malware sur iPhone, alors qu'un de leurs arguments commerciaux, c'est quand même de dire ouais, iPhone c'est super sécurisé. Donc en fait, c'est pas vrai du tout. Là où il y a plus de malware qui traîne, je vous apprends rien, c'est malheureusement Android. Alors pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pour ça que je vous donne les chiffres, c'est sur Android qu'il y a le plus de personnes. Je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes sur des téléphones Android. Mais pour vous donner un chiffre, donc selon Juniper Global Threat Center, il y a eu une augmentation de 427% de malware. Je vous laisse réfléchir. Par rapport à 2010. C'est-à-dire pas depuis 2008, c'est depuis 2010. Et ça continue encore. Pourquoi? Parce qu'Android est le plus populaire. Et finalement, c'est comme Windows. Windows, c'est plus populaire, c'est plus facile à utiliser. Et donc, c'est plus rentable à attaquer. Niveau des buts recherchés par les malwares, on voit que c'est relativement la même chose que sur des machines. C'est très traditionnel. Collecter des datas, traquer un utilisateur, envoyer du contenu juste pour que ce soit bien clair dans les esprits, c'est envoyer des contenus qui sont surtaxés. C'est des SMS et des appels surtaxés. Notamment technique de ping, je reviens tout à la fin là-dessus. Minoritairement, c'est le changement de privilège. Donc une escalade de privilèges, passer anonyme sur une machine, sur ce genre de choses. Donc,
Quelques petits malwares de smartphone qui ont été relativement connus. Alors, Jainimi Trojan, en fait, c'était le plus puissant, c'était un botnet. Ça a été l'un des rares botnets qu'on a réussi à spotter. Il y a juste un souci, c'est qu'on n'a jamais su où ils envoyaient. Quand je dis on n'a jamais su de façon certaine où est-ce qu'ils envoyaient les informations. Le plus puissant est sur Android. Le second, SMS Android Trojan, comme son nom l'indique, ça envoyait du SMS surtaxé. 3D antiterroriste, en fait, c'était une application qui était quasiment légitime parce que c'était un jeu. Le problème, c'est que dedans, il y avait un code malveillant. Tapsnake, c'était un jeu de serpent comme on avait sur les Nokia, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin des années 90, le jeu de serpent sur Nokia auquel on a joué pendant des heures. Red Bunny Trojan, pareil, c'était un petit jeu qui se baladait. Et le dernier, c'est le plus original parce qu'en fait c'était l'un des rares qu'on a réussi à choper sur iOS, iKeyworm. Donc en fait ça vous faisait un espèce de fond à la con et ça ne fonctionnait forcément que sur les iPhones jailbreakés. Et vous ne pouviez plus, vous avez un espèce de fond en fait, d'écran qui était juste ignoble. Et pour la répartition géographique, pour que vous ayez une idée, donc on voit qu'Android a majoritairement sévi Amérique du Nord, Europe occidentale, iKeyworm, les cas n'ont été soulevés qu'en Australie, et Red Bunny Trojan, ça a été quasiment que la Chine et quelques États limitrophes à côté. Au niveau des risques, c'est la même chose en fait que sur une machine, c'est la perte de données ou la fuite de données. Ça peut être aussi une corruption de fichiers, c'est-à-dire que les fichiers sont endommagés, vous ne pouvez plus les récupérer. Ça va vidanger la batterie, ça va passer des SMS et des appels surtaxés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et surtout, c'est une prise de contrôle très hostile en fait, du téléphone portable. Ils ont tous des points communs sur tous les malwares que je vous ai présentés, et c'est le cas de la plupart. En tout cas, ça a été confirmé par notamment les labs Kaspersky. Ils sont soit insérés ou ajoutés dans des contenus qui sont légitimes. 95% d'entre eux, ce sont des contenus ludiques, vous ne les retrouvez pas dans des suites bureautiques, par exemple. C'est dans du jeu, c'est dans du réseau social, c'est dans de la vidéo. Ceux qui étaient au RSSI ont dû entendre la conférence d'Anthony sur les applications qui sont plagiées. Sur Android, vous avez des applications en fait, qui sont insérées, qui sont des copies d'applications légitimes, mais dans lesquelles on va insérer des codes malveillants et qu'on va placer en dehors du market officiel et en gratuit. Sauf que dans le market officiel, ces applications légitimes étaient payantes. Et donc si on a le choix entre payer et pas payer, très naturellement on va choisir de ne pas payer. Et c'est là-dessus notamment que se basent toutes les personnes qui font du malware. Et les buts relativement classiques, c'est soit de toucher au portefeuille de l'utilisateur, notamment par SMS appel surtaxé, soit de toucher aux données personnelles. Et dernier point commun, vous l'avez compris tout seul, c'est que c'est toujours installé par un utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui le faites. Mais vous ne le savez pas. Enfin, pas toujours. En parallèle de ça, on voit qu'il y a toute une industrie en fait, de l'espionnage qui s'est créée, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Pourquoi? Parce que si vous cherchez sur Internet, vous allez voir qu'il y a des très grosses entreprises qui commercialisent des téléphones portables, des smartphones, des iPhones, des BlackBerry, des Android, des HTC, des Samsung, enfin tout ce que vous voulez, les toutes dernières. Ils sont tous pareils qu'achetés en magasin. Il y a juste une chose qui change, il y a un mouchard dedans. Alors à la base, ça a été fait pour les parents anxieux, pour éviter, pour qu'ils soient sûrs que leur gamin, quand il dit qu'il est chez son copain Jean, il est bien chez son copain Jean, quand il est à l'école, il est vraiment à l'école. Le problème, c'est que ça donne des dérives. Et donc du coup, ça donne à base de, tiens, je vais espionner mon conjoint. Ou tiens, je vais espionner en fait mon salarié. Et donc le souci, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes qui rentrent dans la logique du BIOD, donc Bring Your Own Device, pardon pour l'accent, et qui donnent des appareils mobiles à leurs salariés, ce qui est très sympa. Mais le problème, c'est qu'en fait, le salarié, il ne sait pas s'il y a un mouchard dedans. Et donc, en fait, si on a un employeur plus scrupuleux, on donne le téléphone portable à son salarié, et en fait, on l'espionne en permanence. Et donc, mon salarié, même en dehors de ses heures de travail, je sais ce qu'il fait, avec qui il le fait, comment il le fait, et où il le fait. Alors, c'est un contentieux qui risque d'exploser dans les années à venir, parce que ce genre de choses, en fait, c'est légal, à la condition que ce soit d'une déclaré à la CNIL, deux, que ce soit inséré dans le contrat de travail et que ce soit inséré dans le règlement intérieur qui doit être accepté par les syndicats ou les représentants du personnel. Donc ça ne se fait pas comme ça, il y a tout un système, c'est une procédure qui est très lourde, sauf que justement si on est très peu scrupuleux, on fait tout ça, on le fout à la poubelle et on espionne joyeusement ses salariés.
Donc ça pose un vrai problème et le contentieux dans les tribunaux risque d'exploser dans les années à venir. Ensuite, il y a toute une série de petites vulnérabilités qui sont assez rigolotes, et d'où l'importance de savoir en fait quel téléphone on a dans les mains. C'est notamment la technique du ping. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais si c'est le cas maintenant, vous comprendrez en fait de quoi il s'agit. C'est des gens qui vous appellent en anonyme, et juste en fait ça pipe. Et ça raccroche aussi sec. Et vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous vous posez la question, mais qui m'a appelé? Forcément, vous ne saurez pas. Et en fait, quand vous avez décroché et que ça a raccroché, en fait, ça vous a fait un appel surtaxé. Alors, voyant que les gens commençaient à se méfier, que plus en plus de gens ne décrochent plus le téléphone quand c'est un anonyme, ils se sont dit, on va utiliser les 08 ou les 09. Alors, pourquoi les 09? Parce que si vous êtes en dégroupé, vous n'avez pas forcément un numéro de téléphone qui est en 01, pour ceux qui sont sur Paris. Ou 02, etc., vous avez des 09. Donc moi, j'ai un 09 qui s'affiche, et ben, je me dis, bah tiens, c'est une copine qui m'appelle depuis son téléphone fixe. Et ben non, c'est un appel surtaxé. Alors, deux choses, ça permet en fait de vérifier la légitimité de la ligne, voir si elle existe, etc. S'il y a un propriétaire, de taxer des appels surtaxés, et derrière, en fait, ces numéros-là, derrière, vont alimenter des fichiers, notamment commerciaux, et c'est comme ça que vous faites vos numéros de téléphone de portable se retrouvent dans des fichiers commerciaux, sans que vous ayez rien demandé à personne. De l'importance de connaître un petit peu le matériel qu'on a entre les mains, c'était une faille qu'on a trouvée sur... pas moi, hein, mais soyez d'accord, il y a une faille en fait, qui traîne sur l'iPhone. De mémoire, il me semble que c'est le 3, qui permet en fait de bypasser le PIN. C'est-à-dire que vous avez le téléphone, vous avez normalement le code PIN que vous devez taper pour accéder au téléphone. Et en fait, en faisant une petite manip, eh ben, vous bypassez le code PIN. Résultat des courses que vous pouvez faire, et bien en fait, c'est tout simplement de changer les paramètres de sécurité, de faire des sauvegardes et de vous amuser. Et ceux qui veulent s'amuser encore plus, sachez que l'iPhone 3, quand vous faites des sauvegardes et que vous envoyez cette sauvegarde sur une autre machine et que vous voulez la lire, d'une, c'est faisable, facilement, parce qu'il y a des logiciels qui le font, et que de deux, on ne vous demandera pas le code PIN à aucun moment. Réfléchissez avant de prendre iPhone. La faille de BlackBerry que j'ai trouvée cette semaine, parce que j'ai été confrontée, quand vous changez les mots de passe sur BlackBerry, de vos comptes mail, et bien en fait vous continuez à recevoir vos mails parce que l'ancien mot de passe fonctionne encore. Donc c'est le cas en fait là-dessus. J'ai changé les mots de passe à 3 reprises cette semaine, et en fait lui il a gardé le tout premier, il n'a pas changé. Il a fallu que moi je fasse la démarche en manuel, parce que lui a continué à recevoir les choses sans qu'à aucun moment il y ait eu une rupture entre BlackBerry et ma boîte mail. On arrive sur la fin. Désolée, j'ai été un petit peu rapide. Finalement, dans tout ça, on se rend compte qu'on envoie énormément d'infos dans la nature. Donc, comment se protéger un minimum? Déjà, vous l'avez compris, c'est de paramétrer la géolocalisation. Si vous n'avez pas besoin du GPS, notamment là maintenant, est-ce que vous en avez besoin? Je ne pense pas que vous puissiez vous perdre là dans cette salle. Éteignez le GPS, ça ne vous sert à rien. Ça vous évitera d'être géolocalisé et que derrière on s'en serve à votre insu. Au niveau des messages, n'hésitez pas non plus à virer tout ce qui est signature automatique de manière à planquer. Je ne vous ai pas parlé des signatures électroniques sur BlackBerry pour les emails, tout simplement parce qu'en fait dans les headers de BlackBerry, il n'y a rien. C'est pas faute d'avoir cherché. Anonymiser les photos, c'est pas interdit. Je vais vous montrer un petit logiciel qui le fait, qui est très sympathique, qui est sur Android, où vous pouvez en fait, avant de propulser votre photo sur les réseaux sociaux, et bien tout simplement, vous pouvez enlever toutes les métadonnées, et qui s'appelle ObscureCam. Enfin, si vous n'en avez pas besoin, éteignez le Wi-Fi et éteignez le Bluetooth, parce qu'il ne vous sert à rien. C'est juste la meilleure façon en fait, d'envoyer des coordonnées dans la nature. Je pense que ça va plaire à certains. Comme les emails, en fait, les SMS, vous pouvez les chiffrer. Ça se fait beaucoup sur Android, ça arrive sur iPhone, aucun intérêt sur BlackBerry parce que le système n'est pas fait pour. Vous savez que BlackBerry, toutes les données en fait sont stockées chez BlackBerry, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, pour vous donner en fait quelques infos, le chiffrement de SMS, c'est pas récent. Ça date de 2010, et d'ailleurs c'est l'ami Corbel qui en avait parlé en premier. Et donc c'est sorti en août 2010, et ça s'appelle Crypture Life. Sur iPhone, il semblerait qu'il y en a un qui le fasse, qui s'appelle Black SMS, mais d'après ce qu'on voit, les retours utilisateurs sont pas géniaux. Donc
prendre avec des pincettes. Sur BlackBerry, c'est inutile parce que si vous avez un BlackBerry type BlackBerry entreprise, il y a déjà un système de chiffrement de SMS, donc c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas si vous connaissez Tor. En tout cas, ceux qui ont assisté à la compte de ce matin connaissent Tor. Donc, qu'est-ce que ça fait en fait? Tor, c'est l'abréviation de le routeur en oignon. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre d'envoyer des paquets anonymement sur une machine. Et ce qui est génial, c'est que conscient en fait de la montée des smartphones et de la navigation sur smartphone, et ben, ils ont développé en fait l'appli pour Android. Et donc, c'est le petit robot là qui est tout mignon, qui s'appelle Orbot, que vous pouvez trouver, qui est disponible sur la page officielle de Tor, vous ne pouvez pas le louper, qui vous explique pas à pas comment le faire. Vous allez voir que c'est relativement simple. Et ce qu'il y a bien, c'est que ça vous permet, vous, de naviguer, peu importe la navigation que vous voulez faire, on reste que vous en voulez, sans être ni observé, ni filtré par un opérateur quelconque. Donc ça, c'est un truc plutôt sympa. Enfin, le dernier point, vous connaissez cette techno pour les machines, je pense qu'il y en a même quelques-uns qui ont dû le brancher ici, c'est le fameux VPN. Donc en fait, c'est un réseau virtuel privé. Sachez que ça existe aussi sur téléphone portable. Et si vous faites énormément de navigation, soit sur tablette, soit sur téléphone portable, n'hésitez pas à en installer un. Je ne vous ai pas donné de référence parce qu'il n'y a pas de référence commune à chaque machine, ni à chaque opérateur. Ça dépend réellement de ce que vous avez en téléphone et de l'opérateur chez qui vous êtes. Et si vous êtes normalement avec une DSI qui est un tout petit peu consciencieuse, eh bien, normalement, vous devez déjà avoir sur votre téléphone portable, s'il est fourni par l'entreprise, un système de VPN mobile, notamment pour des questions donc, de biode, puisque de plus en plus de personnes consultent leurs documents de travail personnels sur des smartphones. Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un qui passe à côté, notamment avec quelque chose type Wireshark, et ben là, c'est un peu con, mais il y a tout qui fuite. Si vous travaillez dans une petite PME, c'est pas très grave. Si vous travaillez au ministère de la Défense, c'est plus problématique. Donc on est arrivé à tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire avec un téléphone portable, et on voit aussi en fait qu'on envoie beaucoup de choses. Et vous connaissez tous en fait des logiciels de recouvrement de données. Donc c'est des logiciels en fait qui vous permettent, même quand le disque est effacé, de retrouver des choses. Et comme on part du principe qu'une carte mère sur un smartphone, c'est pareil qu'un disque dur sur une machine, on se dit mais en fait c'est jamais effacé. Vous avez raison. Presque. Donc à partir de là, on se dit mais comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser définitivement des données de façon à ce qu'il n'y ait personne en fait qui les retrouve. Et en fait, il y a une façon de le faire et je vais vous montrer tout de suite. Quelle est la marque de ce téléphone? J'ai remarqué le conseiller commercial BlackBerry qui n'applaudissait pas. On va se parler à la fin. S'il y a quelqu'un qui veut tenter de récupérer les données du téléphone,